À Louga, une personne tuée dans un accident de moto Jakarta, Cheikh Tidiane, et 2 blessés graves enregistrés. Et le choc s'est produit hier aux environs de 22 heures sur la route de Palen à hauteur du quartier Artillerie. Il s'agit d'un choc frontal entre 2 mototaxis, l'un des conducteurs étant jeune, âgé d'une vingtaine d'années, décédé sur le coup. Le corps sans vie du garçon a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Louga. Les 2 blessés ont été évacués au service d'urgence où ils sont pris en charge. Direction la Casamance, l'armée qui a enregistré dans ses rangs une perte en vie humaine et 4 blessés dans les opérations de destruction de champs de chanvre indien dans le nord Sindian sur le terrain. Les opérations se poursuivent pour disperser toutes les tentatives de regroupement des éléments armés qui entretiennent l'économie criminelle dans cette zone. Depuis la destruction des bases rebelles de Salif Sadio par l'armée dans le Nord Sindian, les éléments qui n'ont plus de base active tentent de se refaire des sources de financement à travers la culture du chanvre indien. C'est un reportage donc à suivre dans le journal en Wolof. Ce sera avec Lamine Ba et Lamine Magnan sur la Fatigue. Et puis, sécurité routière, l'État ne reculera pas sur les mesures prises. C'est l'assurance donnée par le ministre des Transports, Mansour Faye, qui se faisait face à la presse, soutient qu'il faut privilégier le dialogue avec les différents acteurs du secteur sur la hausse du prix du transport. Il souligne que le débat n'est pas à l'ordre du jour. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. 64 morts, dont 44 à 6 kg et 20 à Sakal. C'est le bilan des 2 accidents. Les accidents de 6 kg du 8 janvier et d'hier 17 janvier à Sakal ont occasionné la mort de 64 êtres humains. 6 kg 42, Sakal 22. Le nombre de blessés graves s'élève à 13, 8 à 6 kg et 5 à Sakal. Ce décompte jamais répertorié dans les accidents de la route au Sénégal interpelle toute la population sénégalaise. Ensuite, les acteurs du secteur des transports routiers et enfin, au premier rang dans l'ordre de responsabilité, le gouvernement du Sénégal et toutes les autorités étatiques. Mansour Faye se prononce aussi sur la grève des syndicats des transports. En considération des résultats de cette concertation, les membres du cadre unitaire des syndicats de transport routier du Sénégal, le CUS, ont décidé de ne pas suivre le mot d'ordre de grève décrété par les autres acteurs. Je voudrais les féliciter pour leur ouverture au dialogue et pour avoir mis au devant non seulement leur intérêt corporatiste, mais l'intérêt général, la République et surtout la vie, la santé et la sécurité des citoyens. Le CUS était présent lors des différentes rencontres. Il y a une petite partie, effectivement, qui s'est un peu démarquée et qui a lancé effectivement son mot d'ordre de grève qui n'est pas légal, parce que sans préavis. Alors, et lors des négociations, nous, on a essayé d'appeler tout le monde autour de la table pour discuter des questions. Certains se sont présentés, d'autres ne se sont pas présentés. Le ministre des Infrastructures et des Transports compte aller jusqu'au bout avec ses services. L'État n'a pas du tout reculé. Un État ne recule pas. Un État échange, organise des concertations avec ses acteurs et trouve des solutions appropriées. C'est ce que nous avons fait en toute responsabilité. Tout prochainement, il y aura par exemple le Magal de Porokhane, mais des mesures d'accompagnement seront mises en œuvre pour accompagner donc ce genre d'événements. L'État quand même en a l'expérience. Lors de la Covid, il y avait des mesures exceptionnelles qui ont été prises pour accompagner le processus. Après cette conférence de presse, d'autres négociations suivront, informe le ministre qui dit être ouvert au dialogue. Maïmouna Ndiaye, retenez que des syndicats des transports routiers sont en grève depuis aujourd'hui pour une durée illimitée, mais une grève qui ne fait pas l'unanimité des associations de transport, à l'image de l'AFTU ou le collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison de conteneurs au Sénégal. Donc se sont désolidarisés.
Direction Nouakchott à présent, avec l'ouverture en Mauritanie de la 3e conférence africaine sur la paix. La lutte contre l'extrémisme violent a été au cœur des débats. Les présidents mauritaniens et nigérians appellent à la mutualisation des forces pour faire face à ces groupes islamistes. Nos envoyés spéciaux sur place, Chérif Dia et Ali Ndiaye. Nouakchott abrite pour la 3e fois cette rencontre. Il s'agit de la conférence africaine pour la paix, une initiative du Forum d'Abu Dhabi dirigée par le très influent chef religieux mauritanien Cheikh Abdallah bin Baya, qui dans son discours a rappelé les défis de paix et de sécurité à relever en Afrique. Le président mauritanien El Ghazouani et son homologue nigérian Mohamed Buhari ont fait un diagnostic de la situation sécuritaire en Afrique, surtout au Sahel. L'heure est plus que grave dans cette partie du continent, d'où cet appel pour la mutualisation des forces. Les leaders africains devraient mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance et de démocratie qui devraient être généralisés à tous les pays africains, faisant de la bonne gouvernance et de la paix, et ainsi que de la sécurité des instruments essentiels sur lesquels se base toute initiative. Voilà donc toute l'importance de la conférence africaine pour la paix qui propose une alternative face à la montée de l'extrémisme violent, selon le journaliste Barkaba. Cela montre simplement l'acuité de la question sécuritaire dans la sous-région et la nécessité de trouver les moyens de prévenir l'extrémisme violent. Et par ce forum, la Mauritanie entend prendre à bras le corps ces problématiques et qui nécessitent des rencontres justement de ce niveau pour que cela serve de cadre d'échange et de mutualisation des solutions. Une mutualisation qui s'impose aux pays de la sous-région s'ils veulent gagner la guerre contre le terrorisme, confirme l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères. Comment nos pays avec des armées faibles à cause de ressources limitées et avec toutes les urgences du développement sur la table, comment nos pays peuvent se permettre effectivement d'avoir chaque pays sa propre stratégie. De ce qui était parti du nord Mali, maintenant ils sont au nord Bénin, au nord Togo, ils sont en RDC et ils sont au Mozambique. Donc qu'est-ce que nous attendons et qu'est-ce que nous voulons comme preuve qu'il est temps de s'unir, qu'il est temps de parler d'une seule voix, il est temps de mutualiser nos forces, il est temps de prendre très au sérieux cette grave crise sécuritaire. Le forum d'Abu Dhabi compte changer d'approche dans la résolution des conflits en Afrique à travers la promotion des valeurs de l'islam. Chérif Dia, Ali Ndiaye, nos envoyés spéciaux à Nouakchott. Et puis sport, Cheikh Tidiane, CHAN 2023, le Sénégal joue ce soir son deuxième match face à l'Ouganda. À l'Ouganda, ce sera à 19h à Annaba. Le Sénégal, vainqueur lors de sa première sortie face à la Côte d'Ivoire 1-0, pourrait valider son ticket pour les quarts de finale face aux Cranes. L'Ouganda, rappelons-le également, lors de son premier match, avait fait un match nul face à la RDC, 1 but partout. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. C'était le premier bulletin de la journée. Rendez-vous tout à l'heure, 7h10, 7h15 pour l'actualité nationale. Ce sera notre prochain rendez-vous d'information. Tout de suite, la page inter avec Ibou Diouf. La doyenne de l'humanité Ibou Diouf, sœur André, la française âgée de 118 ans, a tiré sa révérence. Exactement, Sokhna Fati, elle était devenue la doyenne de l'humanité, comme vous l'avez si bien dit. Sœur André, née Lucie Randon, est née donc le 11 février 1904 à Alès, et morte donc hier mardi à Toulon. Selon responsable de la communication de DEFAT, Sainte Catherine Labouré, en périphérie de Toulon, où elle était hébergée à l'âge de 118 ans. Elle était donc la doyenne. Elle a connu donc 2 guerres mondiales et 18 présidents de la République. Sœur André est décédée dans son sommeil. Elle voulait, c'était son désir de rejoindre son frère adoré. Pour elle, c'est une libération, a expliqué donc
David Tevaya, chargé de la communication de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Sainte-Catherine Labouré où elle résidait. En Philippines, la lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Ressa, et son site d'information en ligne rappelé ont été acquittés donc aujourd'hui d'évasion fiscale. La journaliste se félicitant aussitôt que la vérité l'emporte. Madame Ressa, lauréate du prestigieux Nobel de la paix en 2021 avec le journaliste russe Dmitry Muratov, fait face à 3 autres chefs d'accusation, dont une condamnation pour cybercriminalité actuellement en appel, pour laquelle elle encourt près de 7 ans de prison. En Tunisie, l'ancienne chef du cabinet présidentiel a été condamnée donc par contumace à 14 mois de prison avec lien de l'enregistrement sonore contenant des propos désobligeants envers le président Kais Saied, selon les médias. Naja Akasha est cité dans cette série d'enregistrements sonores évoquant les coulisses du palais et des rencontres du président Saïd avec des dignitaires étrangers avaient été massivement partagés sur les réseaux sociaux en avril 2021, défrayant la chronique en Tunisie. Ces enregistrements avaient été diffusés 3 mois après la démission de Madame Akasha. En Belgique, Qatar Gate, un des principaux suspects, collabore avec la justice arrêté le 9 décembre dans le cadre d'une vaste affaire de corruption du Parlement européen par le Qatar. L'ex-eurodéputé Pierre Antonio Panzeri s'est donc engagé à fournir à la justice belge des informations substantielles en échange d'une peine réduite. Ces déclarations compromettent déjà un élu belge, Francesco Giorgi, était l'assistant parlementaire de Pierre Antonio Panzeri et l'un des responsables de l'ONG Flat Impunity. En France, l'ambition présidentielle de Bruno Le Maire irrite l'Élysée. Le ministre de l'économie et des finances en poste depuis 6 ans maintenant ne cache pas ses intentions pour 2027 au risque d'être accusé par le soutien d'Emmanuel Macron de faire cavalier seul au moment où le gouvernement affronte l'impopulaire réforme des retraites. Bruno Le Maire, le numéro 2 du gouvernement, amorce ses vœux aux acteurs économiques, mais pour sa 6e année à la tête du ministère de l'économie et des finances, le rendez-vous prend soudain des allures d'un discours de politique générale. Sokhna Fati, pour terminer, basket aux États-Unis, NBA, les Warriors de Golden State, champions en titre de la NBA, ont visité la Maison Blanche pour la première fois depuis 2016 et ils en ont profité pour lancer des fleurs au président américain Joe Biden avant de prendre pause pour quelques clichés en compagnie du président et de la vice-présidente Kerr a d'ailleurs pris part à une table ronde au sujet de la violence liée aux armes à feu. Les Warriors Golden State sont devenus champions de la NBA en juin dernier en disposant des Celtics de Boston en 6 rencontres. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf pour la page internationale. À tout à l'heure également pour le Wolof. Tout de suite, retrouvons notre nouvel investisseur. Il s'appelle Cheikh Diop.